dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Margot de Rey. Bonjour. Bonjour. Alors, Margot de Rey, on ne vous connaît pas, on vous découvre. Vous êtes députée bruxelloise depuis lundi. Et depuis aujourd'hui, vous siégez aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes la suppléante de Raja Mawan. Et donc, comme elle était élue coprésidente d'Ecolo, elle a décidé de ne pas cumuler. Et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez députée. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? De quelles études avez-vous faites? Dites-nous tout. Donc, en effet, je fais partie de cette nouvelle trempe de visages qu'on commence à voir émerger dans les parlements grâce au grand renouveau qu'il y a eu suite aux dernières élections. Donc, moi, j'ai 28 ans. Je viens du milieu de l'entreprise. Plutôt, j'ai lancé une start-up quand j'étais toujours aux études en lien avec la technologie, la mobilité. Et voilà, c'est un peu les sujets qui, moi, me sont chers. C'est tout ce qui est économie, emploi, mobilité, numérique, etc. On va en parler, d'ailleurs. Voilà. Et alors, vous êtes bruxelloise, mais il y a une petite pointe d'accent quand même. Vous n'êtes pas originaire de Bruxelles au départ. Voilà, donc je suis née en région liégeoise et puis je suis venue à Bruxelles dans la foulée de mes études et de mes stages. Donc moi, j'ai fait des études de communication et puis d'art du spectacle. Mais j'ai toujours été très autodidacte sur le côté. Donc toutes les questions de technologie, etc., ne sont pas des questions que j'ai apprises à l'école, mais dont je me suis emparée au cours de ma vie par plaisir. Et votre rêve de petite fille, c'était quoi? C'était de faire de l'informatique? C'était de devenir députée? Un jour coprésidente d'Ecolo ou ministre de la Mobilité? C'est quoi? C'était quoi? Quand j'étais gamine, je pense que mon rêve de petite fille, c'était de faire votre métier. Voilà. Donc j'avais très envie d'être journaliste, reporter, tout ça, toute cette dimension-là me plaisait assez bien. Mais en fait, globalement, dans ma vie, je me suis souvent retrouvée à une place à laquelle on ne m'attendait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un milieu plutôt populaire. Mon papa est immigré italien. Et il y a peu de gens dans ma famille qui ont fait des études. Et je me suis retrouvée assise sur les bancs de l'université malgré tout. Ensuite, donc, j'ai lancé une entreprise, alors que, encore une fois, dans mon entourage, ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait de moi, entre guillemets. Et puis, cette entreprise, elle était active dans la technologie, le numérique. Et là, j'étais une des seules femmes. C'était en 2011, plus ou moins, et je suis toujours d'ailleurs une des seules femmes. Il faut dire que l'Université de Liège était précurseur là-dessus, même précurseur avant Bruxelles, de faire ce statut d'étudiant entrepreneur dont vous avez profité. Et alors, j'ai été voir sur vos réseaux sociaux, puisque vous êtes un peu... vous venez là aussi du monde des réseaux sociaux. J'ai vu que vous étiez la première députée officiellement tatouée. C'est la première à le dire, en tout cas. À l'assumer, bah oui. Oui, à l'assumer. Hein. Je ne dévoile rien, parce que vous l'avez dit vous-même sur votre site. Mais bien sûr, et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est important dans le regard qu'on peut avoir sur le monde politique, c'est de se dire que les gens viennent comme ils sont, en fait, dans les parlements. Il n'y a pas une sorte de moule auquel on doit, nous, se conformer quand on rentre dans le Parlement. Le but, c'est ce qu'on relaie, en fait, de la société. Alors, parlons des réseaux sociaux. J'ai dit que vous étiez experte en réseaux sociaux. Il faut dire que vous avez été engagée en 2015 au sein d'Ecolo pour vous occuper justement des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux en politique, c'est quoi? C'est mettre des petites photos à l'époque de Zakia Katabi et la déclaration de l'un ou de l'autre sur Twitter, ou c'est un peu plus que ça? C'est un peu plus que ça, évidemment. Donc, il y a tout un travail, je pense, pour les partis politiques à pouvoir vulgariser leurs messages. Je dis bien vulgariser et pas simplifier, pour les rendre... C'est quoi la différence entre simplifier et vulgariser? Avec le fait de trop simplifier, on peut tomber dans du populisme. Et donc, dans ce qu'on observe, par exemple, du Vlaams Belang, du PTB et d'autres partis, avec une bonne stratégie de vulgarisation, on parvient en fait à faire percoler des idées dans la société, à engager le débat, etc. Et ce qui me semble être beaucoup plus riche. Et c'est ce que j'ai tenté de mettre en place avec Ecolo pendant les dernières années. Alors, on a vu que pendant la campagne électorale, le parti qui était en tête en termes d'investissement publicitaire sur les réseaux sociaux, c'est pas Ecolo, c'est le Vlaams Belang. Tout à fait. Parce que déjà, il y a, ça je ne vous donne pas de secret de fabrication en disant ça, mais chez Ecolo, une volonté de garder une certaine éthique dans la communication. C'est-à-dire qu'on sait que Facebook, Instagram, Twitter, tout ça reste des grosses machines commerciales qui sont quand même là pour faire de l'argent grâce à de la publicité. Et donc notre volonté n'était pas d'arroser les médias sociaux d'argent, mais plutôt d'essayer de le faire avec intelligence. Avec des messages qui sont positifs, qui donnent une vision de la société beaucoup plus rassemblée, alors que en face de nous, comme vous le dites, on avait des adversaires comme le Vlaams Belang qui mettaient à coups de centaines de milliers d'euros des messages plutôt portés sur la haine et le repli. Mais ça explique leur succès aux élections, d'après vous? Je crois, en tout cas de mon point de vue d'expert en communication digitale, que les messages négatifs ont tendance à beaucoup plus fonctionner sur les réseaux sociaux. Pourquoi?
Parce qu'on capitalise en fait sur le sentiment de frustration que les gens ont face à certains contenus qu'ils découvrent en ligne. Et donc c'est la situation où vous êtes sur votre téléphone et vous découvrez une vidéo qui vous montre, je sais pas moi, un facteur qui se fait sauvagement attaquer par des jeunes. Et donc ça va vous donner envie de réagir parce que ça va vous prendre fort aux tripes comme ça. Alors qu'avec des contenus positifs, il n'y a rien à faire. On n'est plus passif, on va le voir, mais on ne va pas trop s'engager. Or, des likes, des commentaires et des partages sont des choses qui sont rentables en fait pour les plateformes, puisque ce sont des régies publicitaires. Donc forcément, elles encouragent à ce qu'on interagisse avec leur contenu. Mais quand, par exemple, la collapsologie, ou quand on dit attention, l'être humain va disparaître de la planète si on ne fait pas un effort en matière de climat, est-ce que là aussi, on ne touche pas quelque chose qui est une fibre émotionnelle? Ça, c'est sûr. Et donc, dans certaines vidéos qui ont très bien marché pendant les derniers mois, et au-delà des partis politiques, il y a beaucoup des contenus où vous voyez, par exemple, la forêt amazonienne en proie aux flammes, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est sûr que cette fibre-là existe. Mais chez Écolo, on a quand même vocation à construire quelque chose et pas à capitaliser sur la destruction. Donc, alors, la parole est libérée sur les réseaux sociaux. Il y a du cybersexisme notamment. Il y a beaucoup de haine, de racisme, d'antisémitisme. C'est vraiment assez terrible sur les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre tous ces phénomènes? Est-ce qu'il y a une réponse politique à ça? Alors déjà, il y a des règles sur les réseaux sociaux où normalement les propos incitant à la haine et au racisme et autres ne peuvent pas apparaître, et donc il est toujours possible de les signaler. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est que c'est assez passif en fait, parce que du coup il faut attendre qu'une communauté se mobilise autour d'un post qui pose problème pour le dénoncer aux réseaux sociaux. Et donc il faudrait quelque chose en effet d'un peu plus cadré qui empêcherait certains contenus d'émerger. On voit aujourd'hui, si vous postez une photo ou une vidéo de quelqu'un de nu, vous allez directement vous faire bloquer en fait au moment où vous essayez de la poster. On a eu le cas hier, David Coury recevait Mazarine Pinjot qui sort un roman. Et à la couverture, c'est un tableau de Magritte où on voit une femme nue. Eh bien, on ne peut plus voir LCR sur Facebook. C'est ça. Et donc ça pourrait... On voit qu'ici, il y a un contrôle a priori qui se fait, alors que pour certains contenus, dont les contenus racistes, le contrôle se fait a posteriori. Or, je pense qu'on pourrait essayer de travailler, évidemment, sans museler la parole, parce que je veux dire, c'est quand même très important que les gens puissent s'exprimer. Mais en tout cas, certains termes, peut-être, pourraient faire l'effet de plus de soins de la part des réseaux sociaux. Et j'ai vu aussi dans ce que vous disiez, en parlant de réseaux sociaux, c'est que vous trouviez que pour lutter, par exemple, contre le cybersexisme, on pourrait en parler dans les cours d'informatique. Oui, voilà. Donc moi, je suis de celles qui prônent le fait qu'on puisse... Que c'est pas parce qu'il y a des trolls en ligne qui nous empêchent de nous exprimer, les trolls, c'est ceux... c'est quoi? C'est des gens qui passent leur journée à dire du mal de tout le monde. C'est ça, sous pseudo anonyme, évidemment, en général. Et donc moi, je suis de celles qui pensent que c'est pas parce que ces gens existent que nous, on doit se taire parce qu'on est jeune, parce qu'on est une femme, parce qu'on est racisé. Et donc je pense que justement, au plus on sera présente sur les plateformes, au plus on va avoir des communautés qui vont aussi s'organiser pour nous défendre et être soudées, entre guillemets, sur ces questions-là. Et ça, on le voit, par exemple, à Bruxelles, il y a eu beaucoup de travail du comité d'avis sur l'égalité hommes-femmes, qui a beaucoup travaillé, justement, mais du coup, en partenariat avec tous les partis, que ce soit PS, MR, Écolo, sur ces questions de harcèlement en ligne, Ça tombe bien, vous allez le présider, ce comité. Voilà. Normalement. Ah oui. Alors, on va parler un peu de mobilité rapidement quand même, c'est la semaine de la mobilité, et vous l'avez dit, vous avez créé une start-up de technologie de mobilité, une application en fait qui permettait de collecter toutes les données des transports. C'est ça. À la fois les transports privés, les transports publics. Pourquoi est-ce qu'on a toujours recours au privé, finalement, pour mettre en place ces solutions de transport en technologie? Est-ce que les services publics ne devraient pas être plus présents là-dedans? Je pense que les services publics, leur mission première, c'est déjà de faire circuler les véhicules, ce qui est déjà une tâche qui est très, très compliquée, parce que ça implique des contraintes techniques très fortes. Et là, les acteurs privés peuvent venir sans doute un peu comme des sources d'inspiration aussi pour pouvoir sous-traiter certaines questions très précises, etc. Mais je pense que ce n'est pas les acteurs privés qui doivent faire le travail des transporteurs. Ça, c'est sûr, c'est clair et c'est net. Mais par contre, des collaborations sur certaines choses précises. Aussi, beaucoup de concertation. Je pense que, justement, dans la société que j'ai à côté, il y a des gens qui continuez à travailler pour cette société? Vous cumulez, en fait Non, je reste administratrice parce que voilà, c'est mon projet de cœur, mais je ne suis plus rémunérée. Ça, la société s'appelle Next Move. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une règle chez Écolo et je suis même plutôt contente qu'elle existe. D'un point de vue démocratique, c'est beaucoup plus sain, en fait. Mais donc, en matière de mobilité, finalement, quand on utilise son smartphone, on dépend un peu de Google Maps ou d'autres applications comme celle-là. Ça devrait changer, ça?
En tout cas, les pouvoirs publics doivent pouvoir proposer des options qui sont, elles, dénuées de publicité, où il n'y a pas ces questions démocratiques. Puisque aujourd'hui, par exemple, pour venir ici, oui. On m'a suggéré le métro, mais on m'a aussi suggéré de prendre un Uber ou une trottinette Lime. Et c'était bien mis en avant parce qu'il y a un partenariat publicitaire entre ces deux marques et Google. Et donc, c'est important que les pouvoirs publics continuent à investir le champ du numérique pour pouvoir avoir des outils qui, eux, sont neutres et dénués de ce genre d'aspect. Et en plus, en termes de souveraineté des données qui sont sur les applications, etc., c'est très important. Est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens de cela? Parce qu'on voit souvent que quand on voit que Uber, Jump et d'autres se développent, c'est aussi parce qu'il n'existe pas de services comparables faits par les services publics. Est-ce que le service public peut investir partout dans la mobilité? C'est clair que c'est les infrastructures avant tout, et c'est normal. Je pense que quand on décide de faire passer une ligne de bus en ligne de tram, ça doit être une priorité. Mais on sait que l'information voyageur est aussi quelque chose de très important parce qu'en fait, elle réduit le stress de ceux qui veulent prendre les transports en commun. Je prends toujours l'exemple de ma maman qui prend pas toujours les transports en commun parce qu'elle a peur, elle ne sait pas comment ça va. Et depuis qu'elle a des outils qui lui permettent de savoir quel va être son trajet, etc., elle le fait beaucoup plus volontiers en fait. Et donc il y a quand même une corrélation en termes un peu d'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on prend les transports qui peut aider à les encourager. Donc ça, le pouvoir public doit faciliter ce genre d'accès-là et casser la fracture, la fameuse fracture numérique. Oui. Merci Margot Doré d'être venue parler de tout ça avec nous. Maintenant, on vous connaît un peu mieux. Voilà. Et demain, c'est une autre néophyte qu'on aura à votre place. C'est la nouvelle ministre de la Culture, Bénédicte Linhart. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.